Bonsoir tout le monde. Donc, merci tout le monde d'être venu pour ce dernier meet-up de l'année. Ce soir, on va parler de Liferay dans le cloud avec la plateforme OpenShift. Donc, effectivement, comme l'a dit Sébastien, j'ai présenté ce talk à la dernière DevCon à Amsterdam avec mon cousin Akram, qui lui est en fait un architecte cloud chez Red Hat. Donc ça fait 7 ans qu'il fait du cloud là-bas et donc il a fait OpenShift depuis le début. Donc je tiens aussi à le remercier pour son travail et l'aide qu'il m'a fournie pour faire la présentation. Donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire? En fait déjà, pour vous raconter la petite histoire, on a décidé de faire cette présentation lors d'un barbecue familial. On s'est rencontrés, on s'est dit pourquoi pas faire. Moi je suis architecte, lui il est architecte en cloud, moi je suis expert Liferay. Pourquoi pas mettre en commun nos connaissances et proposer un talk pour la DevCon. Donc, on a eu la bonne surprise d'être accepté et du coup on s'est retrouvés là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de mettre Liferay dans un conteneur. Donc, bon, c'est pas très compliqué quand on connaît Docker, sauf que avant la DevCon, il n'y avait pas d'image officielle de Docker de Liferay. Donc, on a fait la nôtre. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner Liferay dans OpenShift. Vous allez voir plus tard ce que c'est. Et on a décomposé Liferay et on a étudié une architecture type qui est dans les bonnes pratiques d'OpenShift pour Liferay. Aussi, on s'est amusé, on a bien rigolé. Alors, qui sait ce que c'est qu'un conteneur? Donc, voilà, il y a quelque chose à savoir sur les conteneurs. Déjà, les conteneurs, c'est un truc qui existe depuis assez longtemps maintenant. C'est quelque chose qui a été éprouvé et qu'on sait que ça fonctionne. C'est pas un truc qui vient de sortir et qu'on va dans l'inconnu en mettant des conteneurs. Les conteneurs, c'est différent de virtualisation, parce que souvent on peut faire l'amalgame, mais pourquoi là, c'est pas comme dans ma machine virtuelle. Donc là, c'est vraiment les deux usages, ils ont vraiment rien à voir. Ensuite, les conteneurs, ils sont pas portables, c'est-à-dire qu'on fait un conteneur dans un noyau, dans un OS genre Linux, on veut le déposer dans un conteneur Windows, ça ne va pas forcément matcher. Et aussi les conteneurs aussi, comme on peut le voir, c'est vraiment quelque chose qui sont utilisés dans plusieurs entreprises. Alors maintenant, vous allez voir, je vais vous parler de la différence, comme par rapport au slide d'avant, la différence entre la virtualisation et tout ce qui est conteneur. Donc, pour vous faire pour la petite histoire, en fait, la virtualisation, alors pour gérer ça, il y a un logiciel qui s'appelle Hypervisor, qui permet de découper le CPU, tout ce qui est hardware en fait, dans votre machine. Donc si vous voulez avoir, je sais pas moi, 2 CPU, ça va être physique, ça va être des découpages physiques de votre machine. Et du coup, on aura notre OS qui sera dupliqué à chaque fois. Dans le cadre du conteneur, ce découpage-là, il se fait plutôt au niveau du système d'exploitation. Donc on va garder quand même le noyau du système d'exploitation, et par-dessus, on aura nos conteneurs avec nos applications respectives. Comment on discerne un conteneur d'un autre? Il y a un système qui s'appelle les namespaces, tout simplement. Tout le monde connaît les namespaces. Donc on utilise des namespaces pour reconnaître un conteneur d'un autre.
Donc maintenant, pourquoi les conteneurs sont si populaires? Donc, on sait que tout le monde veut parler de DevOps, etc. Mais pourquoi les conteneurs sont si populaires? Donc la première chose, c'est que déjà, ça démarre plus vite qu'une machine virtuelle, par exemple, ou autre chose. Aussi, euh, euh, en fait, ça permet aussi les conteneurs de garder une homogénéité sur toutes vos plateformes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet, ça marchait sur mon poste de dev ou bien sur l'intégration, mais ça marche plus en production. Ça, tout le monde, je pense, ici, l'a dû connaître au moins une fois. Donc là, on garde une certaine homogénéité sur dans les environnements. Et comme aussi Liferay, en microservices, donc ça marche bien avec tout ce qui est microservices, et c'est taillé pour aussi. Donc on a toutes ces choses-là qui sont vraiment pas mal. Et puis aussi, il y a le point de continuous delivery, donc l'intégration continue et la mise en prod en continu aussi. Donc maintenant qu'on a des conteneurs, on peut en avoir dans tous les sens, mais quand on en a trop, il faut savoir être un peu plus structuré et arriver à quelque chose plutôt comme ça. Pour ça, déjà, je vais vous parler d'une notion que moi déjà que je connaissais pas du tout avant de commencer à étudier le sujet, c'est les pods. Donc un pod, alors, ça peut héberger un ou plusieurs conteneurs déjà. Et comme vous pouvez voir ici, un pod, il a deux conteneurs, il a une IP, ou un pod, il a un conteneur et une IP. Donc ça va héberger un conteneur, ça va regrouper un conteneur. Sachant que le conteneur il sera dupliqué, vous ne pouvez pas mettre dans un pod des conteneurs qui sont différents. Ensuite, ici, on a un back-end en général qui justement fait tout ce qui est proxy entre tous ces pods. En fait. Il va distribuer les tâches et savoir lequel il va activer, lequel il va désactiver. Et enfin, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle une route. Une route, pour faire simple, c'est une URL en fait. C'est l'URL de votre application, de votre applicatif. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un site web ou ça peut être un service ou quoi que ce soit. Donc on a une route. On peut appliquer à une route tout ce qu'on veut en fait. Et ensuite, on a le service qui vient gérer le trafic. Donc maintenant, qu'est-ce que vient faire OpenShift dans tout ça? Alors OpenShift va tout orchestrer en fait. Vous allez voir tout à l'heure qu'il va gérer les routes, il va gérer les pods, combien de nœuds dans un pod, combien de CPU pour un pod, à partir de combien de pods, quelle charge on va augmenter ou réduire le nombre de conteneurs dans un pod. Enfin, tout ça est orchestré par justement OpenShift. Et là, par exemple, dans le schéma d'architecture, vous pouvez voir le développeur qui va committer dans Git ses développements et OpenShift qui va automatiquement faire soit mettre en intégration ou va construire un nouveau conteneur un nouveau nœud à partir de ces développements-là. Et vous pouvez voir aussi tout ce qui est routing, donc ce que je parlais tout à l'heure, la route, donc accessibilité à partir du web. Donc un OpenShift peut accueillir tout type de cloud, privé, public ou hybride. C'est-à-dire qu'on peut avoir du partie publique et privé.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, maintenant qu'on sait tout ça, par rapport à l'iFrame, les conteneurs. Donc, on peut essayer d'appliquer un de ces patterns. Donc, pour être franc avec vous, je ne suis pas encore spécialiste des patterns OpenShift de cloud, mais nous, celui qu'on a utilisé, c'est celui-ci, donc la séparation des concerns. Donc chaque pod aura sa spécificité, c'est-à-dire il aura un rôle, il ne fera pas autre chose. Et il pourra être activé ou désactivé selon certains critères. Donc pour arriver à ça, on a commencé par étudier l'architecture de l'iFrame. La première chose, c'est qu'on voit qu'on a plusieurs couches, avec par exemple la base de données, le file system qui communique avec tout ce qui est la couche persistance. En parallèle, on a le moteur de recherche qui communique avec l'indexation. Et ensuite, on a ces deux couches qui communiquent avec la couche microservice. Et on a la couche microservice qui communique avec les couches API et portlet à travers la couche autorisation et sécurité. Le point dans tout ça, c'est que en fait, toutes ces couches-là sont dans la même JVM et ils communiquent par message bus. Et pour l'instant, dans l'iFrame, les messages bus en remote, ils sont pas encore disponibles. Enfin, ils sont pas encore, ils seront peut-être jamais. Donc ça ne nous avance pas, enfin ça nous aide pas pour ça. Ensuite, on a quand même regardé, ceux qui ont fait l'iFrame 7, ils connaissent un peu ces familles-là. C'est dans le dossier Marketplace, vous les retrouvez, donc l'architecture modulaire de JA, qui comprend à peu près 5 grosses familles qui sont Foundation avec tout ce qui est recherche, sécurité, user, organisation. Vous avez tout ce qui est front-end avec le thème admin ou le thème classique. Ensuite, vous avez la famille Web Experience, Form and Workflow avec tout ce qui est calendar et documents. Du coup, là, on voit quand même quelques familles et on se dit peut-être qu'on peut commencer à séparer les choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'iFrame a commencé avec des macroservices, si on peut dire comme ça, et a commencé à découper tous les services en fait avec JVM. Et même de l'iFrame 7.0 à l'iFrame 7.1, il y a déjà beaucoup plus de microservices. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que on a beaucoup de dépendances. C'est-à-dire que c'est un peu comme la pyramide qui est à côté. On peut enlever que celui qui est au-dessus et ceux qui sont dans les côtés. Mais sinon, si on enlève celui qui est au milieu, sans enlever les autres au-dessus, il faut tout cracher. Donc, et du coup, ce que je voulais souligner dans tout ça, c'est que la dernière fois, on en parlait dans un meet-up. Je crois que c'était le dernier meet-up. C'est qu'il manquerait un petit peu quelque chose du style télécharger un bundle à la demande. Donc, par exemple, si j'ai besoin que du blog et je sais pas des web contenus, des contenus web, je cliquerai sur blog contenu web des fonctionnalités que j'ai besoin et il m'aurait fait un bundle à la demande. Ça, c'est ce qui manquerait. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est motivé pour travailler sur ce sujet, n'hésitez pas. Tu peux commencer. Un des points aussi que j'ai remonté, c'est que le temps de démarrage moyen, il est un peu lent. D'ailleurs, Brian Chen, le jour où je faisais ma presse sur ça, a rectifié le tir et nous avons fait une démonstration avec un l'iFrame qui est à la 7.1 GA2 qui démarre en 45 secondes. Donc là, je mettais 180 secondes, c'est vraiment très bien. J'ai testé sur mon ordi. C'est vrai que lui, il a le meilleur ordinateur du marché, donc 45 secondes sur un ordinateur avec 16 Go de RAM, ça sera un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on arrive aux 100 secondes avec un ordinateur 16 Go de RAM.
Et donc le problème de ça, c'est que la scalabilité, ça la ralentit un petit peu. C'est-à-dire que si on a besoin d'un nœud rapidement, ou même enfin, en quelques secondes, bah, c'est un peu 180 secondes, c'est un peu long, quoi. Donc maintenant, on va regarder donc, quels sont pourquoi on va containeriser l'iFrame. Donc un l'iFrame containerisé, il sera plus petit, ce sera une partie de l'iFrame en fait. Et donc à démarrer, en théorie, ça sera plus rapide. Ensuite, en faisant ça aussi, on évite les effets de bord en mettant dans des conteneurs, parce que si on fait une mise en prod, bah, on peut faire un rollback très facilement. Et le dernier point, c'est que un conteneur, c'est éphémère, c'est-à-dire qu'on peut lancer un conteneur pour une tâche précise et le détruire une fois que c'est terminé. Ça permet de ne pas polluer son Tomcat principal avec des applications qui vont nous servir de manière éphémère en fait. Alors, pour commencer, ce qu'on a fait les choses simples, et le truc que tout le monde fait, même s'il ne va pas faire de conteneur, c'est de séparer l'iFrame, la base de données et le moteur de recherche. Ensuite, on est un peu arrivé au pied du mur en essayant de faire un peu plus parce que on a essayé d'enlever des fonctionnalités qui ne nous servaient pas trop pour ce qu'on voulait faire. Et du coup, j'ai vu qu'il y a une blacklist sur le dossier conf dans le document, dans le répertoire LGI de l'iFrame. Et du coup, Patrick qui est ici, vous pouvez applaudir, m'a filé une grosse liste de modules à blacklister qui m'a fait gagner au moins, on va dire, 20 secondes. C'est pas mal. Elle marche encore Avec la JA2, il faut retoucher ce fichier-là. 20 secondes sur le démarrage et 20 heures de travail. C'est déjà pas mal. Et aussi, je me suis inspiré de quelques posts sur le forum où il y avait aussi quelques modules qu'on pouvait blacklister en plus. Donc, mais ce qui a marché le plus pour faire gagner du temps, c'est la solution hardware, où là on est parti sur OVH Cloud et on a mis 60 Go de RAM et le truc a démarré en 35 secondes. Du coup, voilà. Donc, quels sont les bénéfices de OpenShift dans l'iFrame? Donc, voilà l'architecture qu'on avait imaginée avec nos cousin pour un iFrame dans OpenShift. Donc, on aurait deux routes, pour faire simple, deux URL. L'URL pour les admins et l'URL pour les utilisateurs standards. Avec du coup un pod, deux pods pour le rôle backend, pour séparer la couche back-office par exemple, et tout ce qui est portlet, etc. pour le front. Ensuite, on a mis trois pods pour Elasticsearch, le moteur de recherche, et trois pods pour la base de données. Donc, tout ça en cluster. Ensuite, on a mis un pod pour toutes les tâches, tout ce qui tourne en tâche de fond dans l'iFrame. En fait. Si on veut par exemple lancer un batch, on va indexer, ça peut se faire dans ce genre de pod là. Donc, il y a un point aussi important dans OpenShift, c'est que si on a un nœud qui, pour une raison ou une autre, va planter, il va justement le remarquer et faire en sorte de réactiver un autre. Ensuite, donc, ce que je disais tout à l'heure, le pattern de séparation des responsabilités, exactement.
Donc c'est à peu près ça. Donc si on veut faire un batch qui fait un import des utilisateurs, et voilà, on ne veut pas qu'il soit à chaque fois dans le même dans notre Tomcat ça va durer, on ne sait même pas ce qu'il fait là. En plus ça va être chargé au démarrage, ça n'a aucune utilité. Donc on peut les mettre justement dans des pods annexes et faire ça tranquillement directement sur les pods Elasticsearch et base de données. Voilà. Et donc tout ça, ça se déploie très facilement à partir d'un Dockerfile. Donc les pièges à éviter en fait quand on fait ça. Bon, moi j'ai refait, j'ai pas repris la démonstration qu'on avait fait au DevCon. J'en ai refait une autre pour justement avoir prendre la main sur l'outil de A à Z, quoi. Et là où il faut faire un petit peu gaffe, c'est quand par exemple on a des... Déjà, avant de vous lancer dans ça, il faut bien connaître Docker déjà, avant de commencer à toucher OpenShift. Et parce que en fait, quand on lance des conteneurs avec Docker, parfois ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir des... Par exemple, moi sur mon Mac, j'ai eu des problèmes à cause de mon Mac, quoi, sur Docker. Donc des fois, ça ne se lance pas, des fois... Du coup, il faut trouver des patchs, des choses qui permettent de lancer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien paramétrer son Docker parce que moi, j'avais mis au début à 2 Go de RAM. Il n'avait pas vu parce que c'est la valeur par défaut. Et pendant un moment, quand j'ai lancé OpenShift, je ne comprenais pas, il ne voulait pas démarrer. Donc j'ai appelé mon cousin, il m'a dit je lui ai envoyé la trace, il m'a tout de suite expliqué. Donc voilà.